Chapitre 6 Recherche et perspectives futures. Avancées récentes dans la recherche sur l'AVF. Nouveaux mécanismes et cibles thérapeutiques. L'algie vasculaire de la face, AVF, est une affection complexe et débilitante, et bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la compréhension de ces mécanismes sous-jacents, la recherche continue d'explorer de nouveaux territoires pour améliorer les options thérapeutiques. Les avancées récentes dans la recherche ont permis de mieux comprendre les mécanismes pathophysiologiques de l'AVF, ouvrant la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses. Voici un aperçu des découvertes les plus récentes et des perspectives futures dans ce domaine. 1. Compréhension des mécanismes neurovasculaires. Rôle du système trigéminovasculaire. Le système trigéminovasculaire est de plus en plus reconnu comme un acteur clé dans la pathophysiologie de l'AVF. Ce système comprend le nerf trijumeau et les vaisseaux sanguins cérébraux qui l'innervent. Les recherches récentes ont montré que l'activation anormale de ce système peut entraîner une inflammation neurogénique et une vasodilatation des vaisseaux intracrâniens, contribuant ainsi à la douleur intense caractéristique des crises d'AVF. Hypothalamus et rythme circadien. L'hypothalamus, une région du cerveau impliquée dans la régulation des rythmes circadiens, a été identifiée comme une structure centrale dans l'AVF. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, a révélé une activation anormale de l'hypothalamus pendant les crises, suggérant un lien entre les cycles circadiens et la survenue des crises. Cette découverte a conduit à l'exploration de thérapies ciblant l'hypothalamus pour prévenir ou réduire la fréquence des crises. CGRP, peptide relié au gène de la calcitonine. Le CGRP est un neuropeptide vasodilatateur impliqué dans la transmission de la douleur et la régulation vasculaire. Des niveaux élevés de CGRP ont été détectés chez les patients pendant les crises d'AVF. Cette découverte a mené au développement d'antagonistes du CGRP comme nouvelle cible thérapeutique, avec des essais cliniques en cours pour évaluer leur efficacité dans la prévention des crises d'AVF. 2. Nouveaux mécanismes pathophysiologiques explorés. Inflammation neurogénique. L'inflammation neurogénique, qui résulte de la libération de médiateurs inflammatoires par les nerfs sensoriels, est de plus en plus reconnue comme un facteur contribuant à la douleur dans l'AVF. Cette inflammation peut sensibiliser les nerfs et les vaisseaux sanguins, exacerbant la réponse à la douleur. Les recherches actuelles explorent des thérapies anti-inflammatoires spécifiques pour cibler cette réponse. Dysfonctionnement mitochondrial. Des études récentes suggèrent que des anomalies dans le fonctionnement des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, pourraient jouer un rôle dans la susceptibilité aux crises d'AVF. Le dysfonctionnement mitochondrial pourrait entraîner une production excessive de radicaux libres, contribuant à la douleur et à l'inflammation. Cette hypothèse est actuellement explorée pour le développement de thérapies antioxydantes ou visant à améliorer la fonction mitochondriale. Rôle des récepteurs ionotropes. Les récepteurs ionotropes, en particulier les récepteurs NMDA, N-méthyldéaspartate, sont étudiés pour leur rôle potentiel dans la transmission de la douleur et la modulation neuronale dans l'AVF. Ces récepteurs, qui régulent le flux d'ion calcium à travers la membrane cellulaire, pourraient être impliqués dans l'hyperexcitabilité neuronale observée chez les patients atteints d'AVF. Des antagonistes des récepteurs NMDA sont en cours de développement comme potentiels nouveaux traitements. 3. Cibles thérapeutiques émergentes. Antagonistes du CGRP et des récepteurs CGRP. Les antagonistes du CGRP, tels que le galcanezumab et le frimanezumab, ont montré une efficacité prometteuse dans la réduction des crises de migraine et sont actuellement en cours d'évaluation pour l'AVF. Ces médicaments, qui bloquent l'action du CGRP, pourraient offrir une nouvelle option thérapeutique pour les patients dont les crises ne répondent pas au traitement actuel. Modulation de l'hypothalamus. Compte tenu du rôle central de l'hypothalamus dans l'AVF, des techniques de neuromodulation ciblant cette région, telles que la stimulation cérébrale profonde, DBS, ou la stimulation transcrânienne magnétique répétitive, RTMS, sont explorées. Ces approches visent à normaliser l'activité hypothalamique et à réduire la fréquence des crises. Cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, en particulier le cannabidiol, CBD, sont étudiés pour leur potentiel à moduler la douleur et l'inflammation dans l'AVF.
les propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices des cannabinoïdes en font une cible thérapeutique intéressante, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur efficacité spécifique dans l'AVF. Inhibiteur de la NO-synthase, le monoxyde d'azote, NO, joue un rôle crucial dans la vasodilatation et la transmission de la douleur. Les inhibiteurs de la NO-synthase, l'enzyme responsable de la production de NO, sont en cours de développement pour évaluer leur capacité à réduire les crises d'AVF en inhibant la production excessive de numéros. 4. Perspectives futures dans la recherche sur l'AVF. Biomarqueurs pour le diagnostic et le suivi. Le développement de biomarqueurs spécifiques pour l'AVF pourrait révolutionner le diagnostic et le suivi de la maladie. Des biomarqueurs basés sur les niveaux de CGRP, les marqueurs inflammatoires ou les profils génétiques sont actuellement à l'étude. Ces biomarqueurs pourraient permettre une détection précoce des crises et une personnalisation des traitements. Thérapie génétique et personnalisée. Avec les avancées dans la génétique et la médecine personnalisée, il est possible que des thérapies génétiques ciblées soient développées pour traiter l'AVF à la source. Les recherches sur les variations génétiques spécifiques associées à l'AVF pourraient conduire à des traitements personnalisés basés sur le profil génétique de chaque patient. Recherches sur les facteurs environnementaux. En plus des mécanismes biologiques, les chercheurs explorent les facteurs environnementaux et comportementaux qui peuvent déclencher ou aggraver les crises d'AVF. Comprendre ces facteurs pourrait conduire à des stratégies préventives plus efficaces et à des recommandations spécifiques pour les patients. Conclusion. Les avancées récentes dans la recherche sur l'algie vasculaire de la face ont permis de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de cette affection et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses. Des approches innovantes, telles que les antagonistes du CGRP, la modulation de l'hypothalamus et les cannabinoïdes, offrent de nouvelles perspectives pour améliorer la prise en charge des patients. À mesure que la recherche progresse, il est probable que de nouvelles thérapies plus efficaces et personnalisées émergeront, offrant de l'espoir à ceux qui vivent avec cette maladie débilitante. Études sur la génétique et l'AVF. La génétique joue un rôle de plus en plus reconnu dans la compréhension de l'algie vasculaire de la face, AVF. Bien que l'AVF soit traditionnellement considérée comme une affection principalement idiopathique, sans cause spécifique connue, des recherches récentes ont révélé des indices génétiques qui pourraient non seulement éclairer les mécanismes sous-jacents de la maladie, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de diagnostic et de traitement. Voici un aperçu des découvertes récentes et des perspectives futures concernant la génétique de l'AVF. 1. Hérédité et prédisposition génétique. Histoire familiale de l'AVF. Des études épidémiologiques ont montré que l'AVF peut avoir une composante héréditaire. Les patients ayant des antécédents familiaux d'AVF ou d'autres céphalées primaires, tels que la migraine, semblent avoir un risque accru de développer la maladie. Cette observation suggère l'existence de facteurs génétiques contribuant à la susceptibilité à l'AVF. Gènes candidats. Plusieurs gènes potentiellement associés à l'AVF ont été identifiés. Parmi eux, des gènes impliqués dans la régulation des voies de la douleur, la vasomotricité et la réponse inflammatoire sont d'un intérêt particulier. Par exemple, des variations génétiques dans les gènes codant pour les récepteurs de la sérotonine, 5-HT, le CGRP et les canaux ioniques ont été explorés pour leur rôle possible dans la modulation de la douleur et des crises d'AVF. 2. Études d'association génomique GWAS. Méthodologie. Les études d'association génomique à grande échelle GWAS examinent des millions de variations génétiques, polymorphisme mononucléotidique ou SNP, dans le génome de grands groupes de patients atteints d'AVF et de témoins non atteints. L'objectif est d'identifier les variations génétiques associées à un risque accru de développer l'AVF. Résultat des GWAS. Certaines GWAS ont identifié des loci génétiques spécifiques qui pourraient être impliqués dans l'AVF. Par exemple, des variations dans les gènes liés aux voies de la signalisation trigéminovasculaire et au rythme circadien ont été associées à un risque accru d'AVF. Ces découvertes suggèrent que l'AVF pourrait partager certains mécanismes pathophysiologiques avec d'autres troubles chroniques de la douleur et des céphalées. 3. Gènes impliqués dans les rythmes circadiens.
Implication de l'hypothalamus. L'hypothalamus, une région du cerveau impliquée dans la régulation des rythmes circadiens, est fortement associée à l'AVF. Des études génétiques ont exploré des variations dans les gènes qui régulent les horloges biologiques internes, telles que les gènes CLOCK, PER3 et BMAL1. Des anomalies dans ces gènes pourraient perturber les rythmes circadiens et contribuer à la survenue des crises d'AVF, qui suivent souvent un cycle circadien. Perturbation des rythmes circadiens. Les variations génétiques affectant la fonction de l'hypothalamus et des rythmes circadiens pourraient expliquer pourquoi les crises d'AVF surviennent souvent à des moments spécifiques de la journée ou de la nuit. Comprendre ces mécanismes pourrait permettre de développer des interventions chronothérapeutiques ciblées, adaptées au rythme circadien de chaque patient. 4. Gènes de susceptibilité et inflammation. Inflammation neurogénique. L'inflammation neurogénique, qui résulte de l'activation des nerfs trigéminaux, est un processus clé dans l'AVF. Les gènes impliqués dans la régulation de l'inflammation, tels que les gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL-1-bêta, et les molécules d'adhésion cellulaire, sont étudiés pour leur rôle potentiel dans la susceptibilité à l'AVF. Gènes du système immunitaire. Des variations dans les gènes liés au système immunitaire inné, y compris ceux impliqués dans la réponse au stress oxydatif et la réparation des tissus, sont également explorés. Ces études pourraient révéler de nouvelles cibles pour des traitements anti-inflammatoires spécifiques de l'AVF. 5. Perspectives futures et thérapie génétique. Thérapie ciblée. La compréhension des bases génétiques de l'AVF pourrait conduire au développement de thérapies personnalisées, ciblant spécifiquement les voies génétiques impliquées dans chaque patient. Par exemple, les patients présentant des variations dans les gènes du CGRP pourraient bénéficier plus particulièrement des antagonistes du CGRP. Édition génétique. Bien que cette approche soit encore au stade de la recherche, l'édition génétique, telle que la technologie CRISPR-Cas9, pourrait un jour permettre de corriger les mutations génétiques spécifiques associées à l'AVF. Cette approche pourrait offrir des options de traitement radicalement nouvelles pour les formes sévères et résistantes de la maladie. Diagnostic précoce. Les avancées dans la génétique pourraient également permettre le développement de tests génétiques pour identifier les individus à risque accru de développer l'AVF, facilitant ainsi un diagnostic précoce et une prise en charge préventive. 6. Implications éthiques. Confidentialité génétique. Avec l'augmentation des études génétiques, il est essentiel de considérer les implications éthiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données génétiques et le risque de discrimination génétique. Les patients doivent être informés des avantages et des risques associés aux tests génétiques. Accès équitable aux thérapies. À mesure que les thérapies génétiques et personnalisées deviennent une réalité, il est crucial de garantir un accès équitable à ces traitements pour tous les patients, indépendamment de leur statut socio-économique ou géographique. Conclusion. Les études génétiques sur l'algie vasculaire de la face offrent de nouvelles perspectives pour comprendre les mécanismes sous-jacents de cette maladie complexe et pour développer des stratégies thérapeutiques innovantes. À mesure que les recherches progressent, la possibilité de thérapie personnalisée basée sur le profil génétique de chaque patient devient de plus en plus tangible. Ces avancées pourraient transformer la prise en charge de l'AVF, offrant un espoir renouvelé à ceux qui souffrent de cette maladie débilitante. Défis et besoins dans la prise en charge de l'AVF. Accès aux soins et sensibilisation médicale. L'algie vasculaire de la face, AVF, est une affection invalidante qui, bien qu'elle soit l'une des formes de céphalée les plus douloureuses, reste souvent sous-diagnostiquée et mal prise en charge. Les patients confrontés à l'AVF rencontrent de nombreux défis, non seulement en raison de la nature sévère et chronique de la maladie, mais aussi en raison des lacunes dans l'accès aux soins et du manque de sensibilisation médicale. Voici un aperçu des principaux défis et des besoins pressants en matière de prise en charge de l'AVF, en mettant l'accent sur l'accès aux soins et la sensibilisation médicale. 1. Accès limité aux soins spécialisés. Pénurie de spécialistes en céphalée. L'AVF nécessite souvent une prise en charge par des spécialistes en céphalée, tels que les neurologues, qui possèdent l'expertise nécessaire pour diagnostiquer et traiter cette condition complexe. Cependant, dans de nombreuses régions,
ces spécialistes sont peu nombreux, et les patients doivent parfois attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous, ce qui retarde le diagnostic et l'initiation d'un traitement approprié. Inégalité géographique. L'accès aux soins pour l'AVF est souvent inégal, avec une disparité marquée entre les zones urbaines et rurales. Les patients vivant dans des régions éloignées peuvent avoir du mal à accéder à des centres de traitement spécialisés, ce qui peut entraîner un traitement inadéquat ou retardé. Cette inégalité géographique contribue à une prise en charge sous-optimale pour de nombreux patients. Coût des traitements. Les traitements efficaces pour l'AVF, tels que les triptans, l'oxygénothérapie ou les nouvelles thérapies comme les antagonistes du CGRP, peuvent être coûteux. Pour certains patients, ces coûts représentent une barrière significative à l'accès aux soins, surtout si ces traitements ne sont pas couverts par les assurances santé ou s'ils sont uniquement disponibles dans des centres spécialisés. 2. Sensibilisation insuffisante des professionnels de santé. Manque de formation spécifique. L'AVF est souvent mal diagnostiquée en raison d'un manque de sensibilisation et de formation spécifique des professionnels de santé, y compris les médecins généralistes. En l'absence de connaissances approfondies sur l'AVF, les symptômes peuvent être confondus avec d'autres types de céphalées ou même des troubles psychosomatiques, retardant ainsi le diagnostic et le traitement adéquat. Besoin de formation continue. Il est essentiel de promouvoir la formation continue des professionnels de santé en mettant l'accent sur les dernières avancées dans le diagnostic et la prise en charge de l'AVF. Des programmes de formation, des séminaires et des modules en ligne sur les céphalées peuvent aider à combler ce manque de connaissances. Sensibilisation aux traitements non conventionnels. En plus des traitements conventionnels, les professionnels de santé doivent être informés des approches complémentaires et alternatives, telles que la neuromodulation ou les thérapies comportementales, qui peuvent offrir un soulagement supplémentaire aux patients. Une meilleure compréhension de ces options pourrait élargir les possibilités de prise en charge pour les patients. 3. Sensibilisation du public et des patients. Manque de reconnaissance de la maladie. L'AVF est souvent méconnue du grand public, ce qui peut conduire à une stigmatisation des patients qui en souffrent. La nature sévère et invalidante de la maladie est souvent minimisée ou mal comprise, ce qui peut entraîner un manque de soutien de la part de la famille, des employeurs et de la société en général. Campagne de sensibilisation. Il est nécessaire de développer des campagnes de sensibilisation pour mieux informer le public sur l'AVF. Ces campagnes devraient souligner la gravité de la maladie, ses symptômes spécifiques et l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoce. Une meilleure sensibilisation pourrait également encourager les patients à rechercher un traitement dès les premiers signes de la maladie. Éducation des patients. Les patients atteints d'AVF doivent être mieux informés sur leurs conditions, y compris sur les options de traitement disponibles et les stratégies d'adaptation. Des brochures, des ressources en ligne et des groupes de soutien peuvent jouer un rôle crucial dans l'autonomisation des patients, en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour participer activement à leur propre prise en charge. 4. Collaboration interdisciplinaire et recherche. Approche multidisciplinaire. Une approche multidisciplinaire impliquant des neurologues, des spécialistes en douleur, des psychologues et des professionnels en réadaptation est essentielle pour une prise en charge complète de l'AVF. La coordination entre ces différents spécialistes peut améliorer les résultats du traitement et offrir un soutien holistique aux patients. Recherche collaborative. La recherche sur l'AVF bénéficie de collaboration entre institutions académiques, centres de traitement et organisations de patients. De telles collaborations peuvent accélérer le développement de nouvelles thérapies, améliorer les protocoles de traitement existants et faciliter le partage des meilleures pratiques à travers les frontières. 5. Politique de santé et couverture des soins. Amélioration des politiques de santé. Il est crucial que les décideurs en matière de santé reconnaissent l'impact de l'AVF sur les patients et la société. Des politiques de santé spécifiques devraient être mises en place pour garantir que les traitements efficaces soient accessibles et abordables pour tous les patients, indépendamment de leur situation géographique ou économique. Couverture des traitements. Les systèmes d'assurance doivent être adaptés pour inclure la couverture des traitements nécessaires pour l'AVF, y compris les médicaments, l'oxygénothérapie
et les interventions de neuromodulation. Cela réduirait les inégalités dans l'accès aux soins et garantirait que tous les patients reçoivent le traitement dont ils ont besoin. Conclusion. L'accès aux soins et la sensibilisation médicale sont des défis majeurs dans la prise en charge de l'algie vasculaire de la face. Améliorer l'accès aux soins spécialisés, renforcer la formation des professionnels de santé, sensibiliser le public et développer des politiques de santé adaptées sont des étapes cruciales pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'AVF. La collaboration interdisciplinaire et les efforts continus de recherche joueront également un rôle clé dans l'amélioration des options de traitement et dans l'optimisation de la prise en charge de cette condition débilitante. Progrès espérés dans la prévention et le traitement. L'algie vasculaire de la face, AVF, reste une condition particulièrement douloureuse et difficile à traiter, mais les progrès récents dans la compréhension de ces mécanismes sous-jacents offrent de nouvelles perspectives pour améliorer la prévention et le traitement. Les recherches actuelles et futures visent non seulement à soulager la douleur pendant les crises, mais aussi à prévenir leur apparition et à offrir des solutions durables aux patients. Voici un aperçu des progrès espérés dans ces domaines. 1. Amélioration des traitements pharmacologiques. Antagonistes du CGRP. Les antagonistes du CGRP, peptides reliés aux gènes de la calcitonine, tels que le galcanezumab, offrent une nouvelle avenue prometteuse pour le traitement de l'AVF. Bien que ces médicaments soient actuellement utilisés principalement pour la migraine, les recherches se concentrent sur leur application pour prévenir les crises d'AVF. Le développement de ces traitements pourrait offrir une option efficace pour les patients qui ne répondent pas bien aux traitements actuels. Thérapie combinée. Une autre avancée possible réside dans la combinaison de différentes classes de médicaments pour maximiser l'efficacité du traitement. Par exemple, l'association d'antagonistes du CGRP avec des triptans ou des traitements anti-inflammatoires pourrait améliorer le contrôle des crises tout en réduisant les effets secondaires. Nouveaux agents pharmacologiques. Des recherches sont en cours pour développer de nouveaux médicaments ciblant des mécanismes spécifiques de l'AVF, tels que les récepteurs NMDA, les canaux ioniques ou les voies inflammatoires. Ces médicaments pourraient offrir des solutions plus ciblées, avec moins d'effets secondaires et une efficacité accrue. 2. Avancées dans la neuromodulation. Stimulation du nerf occipital, ONS. La stimulation du nerf occipital est déjà utilisée chez certains patients atteints d'AVF réfractaire, et les progrès technologiques pourraient améliorer l'efficacité et la tolérance de cette technique. Les dispositifs plus petits, plus précis et à durée de vie prolongée pourraient rendre cette option plus accessible et plus pratique. Stimulation transcrânienne magnétique répétitive, RTMS. L'utilisation de la RTMS pour l'AVF est une autre avenue prometteuse. Cette technique non invasive, qui stimule certaines régions du cerveau impliquées dans la régulation de la douleur, pourrait devenir une option préventive clé. Les recherches futures devraient se concentrer sur l'optimisation des protocoles de stimulation et sur l'identification des patients les plus susceptibles de bénéficier de cette approche. Thérapie par stimulation cérébrale profonde, DBS. Bien que plus invasive, la stimulation cérébrale profonde de l'hypothalamus a montré des résultats positifs chez certains patients souffrant d'AVF réfractaire. Les avancées dans la DBS, notamment en termes de précision et de sécurité, pourraient permettre à cette thérapie d'être proposée à un plus grand nombre de patients. 3. Développement de thérapies préventives. Prophylaxie personnalisée. À mesure que les connaissances sur la génétique de l'AVF s'améliorent, il devient possible de développer des thérapies préventives personnalisées. Les traitements pourraient être adaptés en fonction du profil génétique de chaque patient, augmentant ainsi leur efficacité et réduisant le risque de crise. Vaccins thérapeutiques. Bien que cela soit encore en phase de recherche préliminaire, l'idée de développer des vaccins thérapeutiques contre l'AVF, qui pourraient prévenir les crises en modifiant la réponse immunitaire ou en ciblant des neuropeptides spécifiques, est une avenue de recherche fascinante. Modification du mode de vie et des interventions comportementales. En plus des traitements pharmacologiques, des approches axées sur la modification du mode de vie et les interventions comportementales, telles que la gestion du stress, l'amélioration du sommeil et la thérapie cognitive comportementale, TCC,
sont de plus en plus reconnus pour leur rôle potentiel dans la prévention des crises. La recherche sur l'efficacité de ces interventions, seule ou en combinaison avec d'autres traitements, est un domaine en pleine expansion. 4. Amélioration de l'accès aux soins. Télémédecine et suivi à distance. L'essor de la télémédecine offre de nouvelles possibilités pour améliorer l'accès aux soins pour les patients atteints d'AVF, notamment dans les régions éloignées. Les consultations en ligne avec des spécialistes, le suivi à distance des symptômes et l'ajustement des traitements en temps réel pourraient transformer la manière dont l'AVF est gérée en rendant les soins plus accessibles et plus personnalisés. Centres spécialisés et réseaux de soins. La création de centres spécialisés dans le traitement des céphalées, avec des équipes multidisciplinaires, pourrait améliorer la prise en charge des patients. De plus, le développement de réseaux de soins intégrés permettrait de mieux coordonner les différents aspects du traitement de l'AVF, de la gestion des crises à la prévention à long terme. 5. Éducation et sensibilisation accrue. Formation des professionnels de santé. Une meilleure formation des médecins généralistes et des spécialistes sur l'AVF est essentielle pour un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée. Des efforts sont en cours pour intégrer des modules sur l'AVF dans les programmes de formation médicale continue. Sensibilisation du public. La sensibilisation du public à l'AVF est également cruciale pour réduire la stigmatisation et encourager les patients à rechercher un traitement dès les premiers signes de la maladie. Des campagnes de sensibilisation à grande échelle, soutenues par des organisations de patients et des professionnels de santé, pourraient changer la perception de cette maladie et améliorer le soutien aux patients. 6. Perspective à long terme. Recherche fondamentale. La poursuite de la recherche fondamentale sur les mécanismes pathophysiologiques de l'AVF, notamment au niveau cellulaire et moléculaire, est essentielle pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Cette recherche pourrait déboucher sur des traitements entièrement nouveaux qui pourraient non seulement soulager les symptômes, mais aussi prévenir l'apparition de la maladie. Innovation technologique. L'innovation technologique, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux et des thérapies numériques, pourrait offrir de nouvelles solutions pour la gestion de l'AVF. Des dispositifs portables pour le suivi des crises, des applications de gestion de la douleur et des thérapies numériques interactives sont des avenues à explorer. Conclusion. Les progrès espérés dans la prévention et le traitement de l'algie vasculaire de la face sont prometteurs et offrent de l'espoir aux patients souffrant de cette affection débilitante. Les avancées dans les traitements pharmacologiques, la neuromodulation, les thérapies préventives et l'amélioration de l'accès aux soins sont autant de domaines où des développements significatifs sont attendus. À mesure que la recherche continue de progresser, ces innovations pourraient transformer la manière dont l'AVF est gérée, offrant de nouvelles options pour améliorer la qualité de vie des patients et potentiellement réduire l'incidence et la sévérité des crises.